Monsieur le Président de l'Académie, cher Michel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chaque année, et statutairement, chacune des 4 classes de l'Académie est tenue d'organiser une séance publique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour la séance publique de la classe Technologie et Société. Ces séances publiques, elles ont pour thème soit la discipline de prédilection de son directeur ou de sa directrice, soit un thème sur lequel la classe travaille, réfléchit plus particulièrement, et c'est aujourd'hui le cas pour l'intelligence artificielle et entre autres ChatGPT, et l'Académie sortira très très prochainement un petit ouvrage à l'attention d'un large public sur ces problématiques auxquelles non seulement plusieurs membres de la classe Technologie et Société travaillent, mais également d'autres membres, d'autres classes, n'est-ce pas, Madame la directrice de la classe des arts, qui ont aussi été sollicités, puisque c'est un problème qui touche évidemment tout le monde. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et je cède immédiatement la parole à la directrice de la classe, Véronique Cabiot, et je profite de cette occasion pour la remercier très chaleureusement de sa direction de la classe Technologie et Société. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président de l'Académie, chers confrères et consoeurs, directeurs, directrices, vice-directeurs, vice-directrices des classes, chers confrères, chères consoeurs, mesdames, messieurs. Nous sommes en été 1848. Phinéas Gage a 25 ans et il est chef d'équipe sur un chantier de construction de voies ferrées. Gage est un spécialiste de l'explosion des roches et il est considéré par ses collègues et ses supérieurs comme un homme mesuré, compétent et efficace. Au cours de la préparation de la poudre destinée à faire sauter un bloc de rocher, un accident se produit et une barre de 1,10 m de long et de 3 cm de diamètre pénètre par la joue gauche de Gage, perce la base du crâne, traverse l'avant du cerveau et ressort par le dessus de la tête. De manière étonnante, Gage ne perd pas conscience et il finira par guérir, en tout cas physiquement, de son horrible blessure et de l'infection qui l'accompagnera. Mais son comportement sera modifié de manière profonde. Je cite Antonio Damasio dans son ouvrage « L'erreur de Descartes, la raison des émotions » paru chez Odile Jacob. Le corps de Gage sera bien vivant, mais c'est une nouvelle âme qui l'habitera. Fin de citation. Ainsi que le note le médecin de Phinéas Gage, le docteur Harlow, l'équilibre entre ses facultés intellectuelles et ses pulsions animales avait été aboli. De plus, il devient socialement instable, incapable de garder un travail. Toujours d'après Harlow, il ne semblait réussir qu'à trouver des emplois qui ne lui convenaient pas. Phinéas Gage est donc le premier cas qui laisse entrevoir que quelque chose dans le cerveau se rapporte de façon spécifique à des caractéristiques propres à l'homme, à savoir la capacité d'anticiper l'avenir et de former des plans d'action dans un environnement social complexe, la responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, la possibilité d'organiser sa survie en fonction de sa libre volonté. Ici, commence à se dessiner le lien qui pourrait exister entre une prise d'acte, qui semble purement rationnelle, comme chercher, garder un travail, et des comportements qui, a priori, ne relèvent que des émotions, comme le comportement en société, la grossièreté, l'impatience, etc. Une analyse a posteriori du crâne de Gage a révélé que les lésions étaient localisées au niveau des lobes frontaux, gauche et droit du cerveau. Anna et Antonio Damasio ont ensuite analysé la capacité de raisonnement, de décision, ainsi que la capacité à éprouver des émotions de patients atteints de lésions au niveau des lobes frontaux suite à des accidents ou des tumeurs cérébrales. Ainsi, un de ces patients, prénommé Elliot, qui, suite à l'ablation d'une tumeur au cerveau, se retrouve incapable de garder un travail, d'exister socialement. L'étude de son cas
a montré que les défauts dont il souffrait dans son comportement social et sa capacité de décision étaient compatibles avec un savoir social intact, ainsi que des fonctions d'analyse et de réflexion comme la mémoire, le langage, le processus de raisonnement, considérés comme normaux. En revanche, le comportement d'Eliot était associé à une diminution de ses réactions émotionnelles, ainsi que de la perception de ses émotions. Une lésion sélective du cortex préfrontal, la tumeur de laquelle il avait été opéré, se situait au niveau des lobes préfrontaux, donc on avait enlevé non seulement la tumeur, mais un peu de tissu autour. Donc cette lésion avait aboli la capacité de programmer ses actions dans l'avenir, de se conduire en fonction des règles sociales qu'il avait antérieurement apprises et de faire les choix susceptibles d'être les plus avantageux pour sa survie. Alors ces travaux ont été généralisés sur un nombre de cas plus important, ce qui a permis à Anna et Antonio Damasio de formuler une hypothèse, et là je les cite, selon laquelle, par certains côtés, la capacité d'exprimer et de ressentir des émotions est indispensable à la mise en œuvre des comportements rationnels. Et lorsqu'elle intervient, elle a pour rôle de nous indiquer la bonne direction, de nous placer au bon endroit dans l'espace où se joue la prise de décision, en un endroit où nous pouvons mettre en œuvre correctement les principes de la logique. Dans un certain nombre, je cite toujours, dans un certain nombre de circonstances de la vie, nous devons agir dans des domaines où règne l'incertitude. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on nous demande de formuler un jugement moral, ou lorsque nous devons nous prononcer sur l'avenir d'une relation personnelle, ou d'envisager les moyens de nous éviter la misère dans nos vieux jours, ou de former des projets pour les années qui viennent. Dans ces circonstances, la capacité d'exprimer et de ressentir des émotions, de concert avec les mécanismes physiologiques cachés qui la sous-tendent, nous aide à accomplir cette tâche redoutable consistant à prévoir un avenir incertain et à programmer nos actions en conséquence. Fin de citation. Des recherches plus récentes en neurobiologie ont confirmé le lien entre le rôle joué par la capacité à ressentir des émotions dans la prise de décision en contexte complexe. Alors, pour faire le lien avec le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et qui est l'intelligence artificielle dite générative et en particulier ChatGPT, s'il est un environnement dans lequel l'IA joue un rôle important, c'est bien celui des décisions complexes. Il me semble, par exemple, que nous pourrions raisonnablement nous entendre sur le rôle de l'IA lorsqu'il s'agit d'analyser des clichés médicaux, de détecter dans les scanners ou les radiographies d'infimes anomalies qui permettent de poser un diagnostic précoce ou d'analyser des centaines de traitements pour trouver la meilleure analogie avec le cas qui est soumis à l'IA et aux médecins. J'ai peu de doutes sur le rôle essentiel que va jouer l'IA dans le développement, par exemple, d'une médecine personnalisée et de plus en plus performante. Mais venons-en à un autre domaine, qui n'est pas encore ChatGPT et qui est, dans un premier temps, celui des véhicules autonomes. À Paris, la ligne 1 du métro a été la première entièrement automatisée il y a 11 ans. La ligne 4, deuxième ligne la plus fréquentée du réseau métropolitain, avec quand même 700 000 voyageurs par jour, achève son automatisation. Grâce à une optimisation permanente, qui d'ailleurs n'implique pas l'intelligence artificielle, donc optimisation de la vitesse des rames, du temps pour débarquer, embarquer les passagers, l'automatisation des lignes de métro permet de réduire l'intervalle entre les rames et d'augmenter la capacité de transport de la ligne. Qu'en est-il de la voiture autonome ? Des prototypes extrêmement élaborés de voitures entièrement autonomes existent. Les travaux du professeur Ilya Kolmanovski, qui d'ailleurs a été titulaire de la chaire 2022-2023 d'Asher Jomot, sur la modélisation du comportement des voitures autonomes en conditions de trafic réel, montrent que les difficultés liées à la voiture autonome proviennent de l'existence de voitures conduites par des humains. Si toutes les voitures étaient autonomes, la situation serait essentiellement la même que dans le métro parisien. Les décisions seraient prises sur des bases similaires, par analyse objective de la situation, anticipation des problèmes et adaptation du système dans son ensemble. Ce qui est difficile pour l'IA, qui est au volant de la voiture autonome, c'est la présence d'êtres humains au volant des autres voitures, d'êtres humains et de leurs émotions.
Si nous sommes dans une situation où nous devons choisir de mettre en péril la vie d'un enfant dans la voiture que nous conduisons pour épargner celle d'une personne âgée qui traverse imprudemment devant nous, qu'allons-nous faire? La réponse dépend sans doute d'un grand nombre de facteurs liés à notre expérience personnelle et à notre situation de vie, ce qui est très peu anticipable par une IA. C'est ainsi que la firme japonaise Toyota a inventé une utopie un peu glaçante, une ville qui s'adapte à la voiture autonome et non une voiture autonome qui s'adapte à la ville. Cette ville, c'est Woven City, située au pied du mont Fuji au Japon. Ce prototype de ville de 70 hectares est conçu comme une ville-laboratoire où les résidents vivent avec des robots, des voitures autonomes et une variété d'autres technologies dans un environnement entièrement connecté. En particulier, seuls les véhicules autonomes électriques sont autorisés sur les principales artères de circulation. Quid alors de ChatGPT? Cette IA peut être vue, je crois, comme un gigantesque agrégateur de données, capable de les sélectionner, de les organiser et de les mettre en forme pour répondre de manière convaincante aux questions que nous lui posons. Et sa capacité, son efficacité technique est améliorée sans cesse, puisque j'ai lu récemment que l'IA allait dorénavant pouvoir chercher des informations récemment publiées via Internet et non plus se cantonner à des données vieilles d'un an ou deux. S'il s'agit de rassembler des données sur la guerre de 100 ans ou sur l'aspirine, je n'ai pas de doute que ChatGPT sera à même de nous faire gagner beaucoup de temps par rapport à une recherche documentaire menée en bibliothèque. Encore, devrons-nous vérifier les sources et la véracité de ce que nous transmet ChatGPT, en particulier dans des domaines où une abondante littérature négationniste ou relativiste existe ou a existé. Mais qu'en est-il des situations où ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle serait utilisée comme aide à la décision? Pour en revenir au fonctionnement de notre cerveau, est-ce que nous pouvons considérer que si notre capacité à prendre des décisions de type complexe dépend des émotions que le contexte déclenche en nous, l'analyse de millions ou de milliards de décisions permet, à l'inverse, de décrypter les émotions qui ont sous-tendu l'un ou l'autre choix fait par des personnes différentes dans des situations similaires? Je crois que non. Parce qu'une partie importante des enjeux liés à la capacité à éprouver des émotions pour choisir un chemin décisionnel appartient à notre inconscient et est donc largement inaccessible à l'analyse de type logarithmique. En vous proposant en préambule à une réflexion sur ChatGPT, un détour par un mécanisme de fonctionnement du cerveau humain, j'ai voulu intégrer dans le cadre de la réflexion le fait que pour comprendre et donner à une IA sa juste place, nous devions aussi comprendre et accepter comment nous, êtres humains, fonctionnons. Comme si l'IA et les questions qu'elle soulève étaient un miroir de nos propres réflexions humaines. Il suffit de voir l'enfer qu'est devenu la vie de Phinéas Gage et des personnes présentant des lésions préfrontales. Là, je fais un peu court et je m'excuse auprès des neurobiologistes qui seraient dans la salle. Donc, ces personnes qui présentent des lésions préfrontales et incapables d'éprouver des émotions, pour s'imaginer ce que pourrait être une société dans laquelle les décisions proposées aux humains seraient basées uniquement sur la partie visible de celle-ci, sans tenir compte de l'invisible creuset humain dans lequel se construisent les émotions. Et ainsi pourrions-nous encourager alors nos chercheurs à développer une IA qui s'adapte au travail et à la création humaine, et non, comme au pied du mont Fuji, un travail humain qui s'adapte à l'intelligence artificielle. Alors je vais m'arrêter ici, parce que pour continuer avec ChatGPT, je pense qu'il y a des grands experts qui nous attendent. Je vais donc vous les présenter très brièvement, et puis je leur passerai la parole. Nous allons d'abord entendre Hugues Bersini, membre titulaire de notre classe et professeur à l'ULB, pour un exposé intitulé « Que nous dit ChatGPT ?» Et puis le professeur Marina Teller, juriste, professeure à l'Université Côte d'Azur et notamment directrice de la chaire d'excellence droit économique et intelligence artificielle, qui, elle, nous y tiendra, je pense, avec beaucoup d'humour, si j'en juge par son titre, « ChatGPT et le droit, code versus code ». Je vous remercie de votre attention et je leur passe avec grand plaisir la parole.
Bonjour à tous, chers confrères, chères consoeurs, monsieur le secrétaire perpétuel, madame la directrice. Alors, que nous dit ChatGPT? Alors, le plan de ma conférence, je vais commencer par mon introduction, sera basée sur 5 dichotomies, 5 polarités qui permettront de mettre un peu en contexte ce que je vais vous raconter pendant cette conférence. Je vais vous montrer que l'IA et la production du langage ou la compréhension du langage ont toujours eu partie liée. C'est vraiment un mariage qui a démarré dès la naissance de l'intelligence artificielle, puisque le test de Turing, qui est la définition de l'intelligence artificielle, passe par la capacité d'un ordinateur à dialoguer. Donc vous voyez que ce n'est pas un vieux projet que de s'occuper de la production et de la compréhension du langage. J'ai essayé, comme beaucoup d'autres ici, j'ai essayé ChatGPT. Moi, je le dis à la française, je ne fais pas le ChatGPT, je fais ChatGPT, même si parfois c'est un peu particulier de finir comme ça. Mais je l'ai essayé comme d'autres. Et je vous montrerai un petit exemple et je discuterai surtout de pourquoi est-ce que l'IA a dû attendre presque 60 ans pour réussir à faire un système qui soit aussi performant que ChatGPT, parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître, on ne peut pas ne pas s'enthousiasmer devant les performances de ChatGPT, alors que pendant 60-70 ans, il y a eu des linguistes qui ont travaillé en IA et qui ont essayé de faire ça, qui ont essayé de traduire, qui ont essayé de produire des logiciels qui résumaient du texte, des logiciels qui fournissaient des réponses à n'importe quelle question, mais ils avaient emprunté une voie très différente que celle que ChatGPT a empruntée. Et pour moi, qui suis un vieux chercheur en IA, c'est un sujet un peu d'inquiétude de voir l'évolution de mon champ disciplinaire et je vais essayer de vous faire part de cette évolution. Alors, le grand acteur de cette révolution, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors, c'est un sujet un tout petit peu compliqué, mais j'essaierai de le résumer et de le vous rendre accessible. Il faudra reconnaître que, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les mathématiques des réseaux de neurones, mais j'espère pouvoir vous en donner un petit avant-goût. Nous, chercheurs en IA, nous espérons que se pointera à un horizon qui reste encore à définir, une espèce de mélange entre la vieille IA, ce qu'on appelait l'IA symbolique, et la nouvelle IA. Alors elle n'est pas si nouvelle que ça, puisque les réseaux de neurones datent des années 40 et des années 50, mais c'est deux IA différentes, et on espère que, parce que vous comprendrez les problèmes que posent les réseaux de neurones, on espère se retrouver d'ici quelques années avec une espèce d'hybridation idéalisée entre l'IA symbolique et l'IA neuronale, qu'on appelle l'IA neurosymbolique. Je vous parlerai d'une utilisation qu'on fait à l'université, mon université, l'ULB, de ChatGPT, qui est devenue extrêmement courante. Donc c'est sans doute l'utilisation la plus intéressante qu'on peut faire à l'heure actuelle de ChatGPT. Je vous dirai pratiquement comment ça marche. Et je conclurai en reprenant certains des problèmes que déjà Madame la directrice a évoqués, quelques problèmes que pose ChatGPT. Alors, première dichotomie, 5 dichotomies. Alors vous avez vu le titre déjà prête un petit peu à confusion, que nous dit ChatGPT, puisque ChatGPT nous parle. Mais surtout, le sujet de mon exposé, c'est que nous dit ChatGPT sur l'évolution de ce champ disciplinaire qui s'appelle l'intelligence artificielle, que de plus en plus, d'ailleurs, on appelle l'intelligence artificielle générative, alors qu'avant, il y a même 5 ans, on ne l'appelait pas comme ça. Donc ça prouve bien qu'il y a aussi des bouleversements dans ce champ disciplinaire, en vous rappelant que c'est un champ qui a débuté dans les années 50. Rien de neuf sous le soleil en matière d'IA, pourtant, ChatGPT. Alors la deuxième dichotomie, c'est que nous sommes une classe technologie et société. Moi, je vais m'occuper surtout du volet technologique. L'idée, c'est d'essayer de vous faire un peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon champ, pourquoi ChatGPT. Et Marina, mon amie Marina Teller, parlera, à mon avis, beaucoup plus des aspects sociétaux que pose ChatGPT. Les deux pôles sont représentés par les deux orateurs. Alors, notre intelligence a quelque chose de particulier, c'est que nous sommes constitués de 2 systèmes cognitifs. Un célèbre prix Nobel d'économie, psychologue de formation, Danny Kahneman, a appelé les 2 systèmes de la pensée, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est celui qui travaille dans notre inconscient, c'est celui qu'on met en place quand on reconnaît un visage ou quand on conduit une voiture autonome qui est reproduite d'ailleurs par maintenant de plus en plus le système 1. Et le système 2, c'est le système, je dirais, plus cognitif, plus rationnel, plus logique. Et pendant très longtemps, l'IA s'est surtout intéressée au système 2. Et on peut s'interroger à savoir, est-ce que le langage, la production du langage, la compréhension du langage, est-ce que c'est plutôt type système 2, système 1? Quand je parle, est-ce que je pense à ce que je dis? Est-ce qu'il y a un processus rationnel, un processus de symbolisation qui finalement conduit aux phrases que je vous prononce? Ou il y a un côté très inconscient et un réseau de neurones peut très bien faire le job? Pendant très longtemps, on a pensé que c'est le système 2 qui devrait s'occuper du langage. Et maintenant, on voit de plus en plus que les réseaux de neurones qui sont caractéristiques du système 1, inconscients, parallélisés, qui fonctionnent par apprentissage, semblent prendre le dessus sur le système 2. Alors, on retrouve cette dichotomie dans les 2 IA. Alors, j'ai tendance, moi, à les appeler, vous m'excuserez de ces différenciations, j'ai tendance à les appeler l'IA consciente et l'IA inconsciente. Alors, l'IA consciente, c'est celle qui a régné en maître dès les années 50. C'est celle qu'on met en œuvre, par exemple, quand vous venez ici, que vous utilisez Waze.
En fait, c'est une IA consciente, c'est-à-dire c'est un système de résolution de problèmes qui est de trouver l'itinéraire le plus court dans un graphe d'itinéraire possible. Quand vous jouez à un jeu ici, c'est le jeu du tic-tac-toe, en fait, se met en place un système qui permettait de jouer au tic-tac-toe, ce qu'on appelait aussi une IA consciente, c'était un algorithme, et ce qui est très important dans ces deux algorithmes, c'est que c'est séquentiel, il y a du raisonnement, et puis surtout, il y a une mainmise importante de l'expertise humaine. L'homme aide ces algorithmes à trouver une solution. On a besoin de l'expertise humaine. Cette IA inconsciente-là, qui est à la base de ChatGPT, qui a comme caractéristique d'être essentiellement neuronale, qui fonctionne par apprentissage en reproduisant des faits d'expérience ou par erreur, qui est profondément opaque et parallèle, c'est celle des réseaux de neurones. Et on la voit envahir toute l'IA. Donc aujourd'hui, on assiste à une espèce de grand remplacement de l'IA inconsciente par l'IA consciente, pour reprendre une expression qui est devenue très familière dans d'autres contextes. Et par exemple, le jeu de Go, ici, le jeu de Go, eh bien, on n'a pas fait comme ça parce qu'on en a été incapable. Pour jouer au jeu de Go, on a utilisé des réseaux de neurones qui ont appris de manière totalement inconsciente. Pourquoi je dis inconscient? Parce qu'ils ont joué au hasard. Deux réseaux de neurones se sont affrontés. Et en jouant au hasard, ils ont trouvé des stratégies de Go. Avec, bien sûr, ils ont battu le meilleur joueur de Go, mais avec le gros désavantage que le meilleur joueur de Go n'a pas compris pourquoi il avait perdu. Parce qu'en fait, l'IA s'est mise à jouer de manière complètement surnaturelle. Et on voyait vraiment le jeu de Go sur la planète Mars. Et c'est vraiment assez extraordinaire de voir que tous les experts de Go sont en train de se réinventer. Parce que justement, comme l'IA s'est défait de l'expertise humaine, on n'a pas eu besoin d'experts humains. On a réinventé des techniques de jeu de Go. Et c'est vrai aussi pour les échecs. Alors, je joue un peu aux échecs, mais pas du tout au Go. Mais les grands experts d'échecs me disent que maintenant, les joueurs d'échecs logiciels ont réinventé des ouvertures qui n'existaient pas dans les manuels d'échecs. Donc, on assiste à une IA qui s'autonomise de plus en plus, qui s'émancipe de plus en plus de l'expertise humaine. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour ChatGPT. Google a dit, on n'a jamais fait autant de progrès en linguistique que quand on s'est débarrassé de tous les linguistes qui nous envahissaient. Parce qu'il y avait une science du langage qui s'appelait la linguistique, et qui, malheureusement, vous allez voir, pour des raisons que je vais essayer d'évoquer, entravait, si vous voulez, les développements que Google voulait pousser. Alors, ça pousse toujours son homme de mettre une photo de Wittgenstein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux Wittgenstein. Pourquoi je fais allusion aux deux Wittgenstein? Pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en philosophie, sans doute mieux que moi, il y a eu deux écrits de Wittgenstein. Il y a un écrit qui s'appelait le Tractacus et un écrit qui s'appelait les Investigations philosophiques. Et on peut considérer que dans le Tractacus, Wittgenstein idéalisait le langage. Il voyait le langage comme une ville parfaite. Ce sont des métaphores que Wittgenstein utilisait lui-même. Le langage, c'est une ville parfaite. Ici, j'ai mis Brasilia, la ville idéalisée, la ville rêvée. Et puis petit à petit, il a évolué et il a considéré que le langage, finalement, c'était un gros chaos, c'était un gros cafouillis. Et ça ressemblait plutôt, ici, c'est une photo de Bombay. Ce sont des métaphores, des comparaisons que je reprends à Wittgenstein. Et je pense qu'il y a cet aspect-là. Les linguistes ont pendant très très longtemps essayé de travailler sur un langage parfait, ce que faisait la linguistique, elle étudiait un langage parfait. Ce que fait ChatGPT, c'est de parler comme on parle. C'est-à-dire qu'en fait, il récupère tous les textes, comme vous savez, les milliards de textes qui ont été produits depuis l'aune de l'humanité, depuis tous ces textes qu'on a pu coder, mettre sur des serveurs, et en se servant de ces textes, on a appris à parler comme on parle, on a appris à reproduire les textes. Vous allez voir que c'est très très bouleversant pour toute une science, pour 50 ans, 60 ans de science de la linguistique. Alors, au commencement était le verbe. En fait, comme vous savez, le père de l'IA, Alan Turing, a directement mis le dialogue comme étant la manière de prouver qu'un système est intelligent. Turing avait émis un test qui était pour lui la définition de l'intelligence artificielle. Un système sera intelligent le jour où, en dialoguant avec lui, on a l'impression d'avoir affaire à un humain, quand bien même il s'agirait d'une machine. C'était la définition de l'intelligence artificielle par Alan Turing. On dit que c'est le test de Turing. Ce que Turing n'aurait pas pu imaginer, tout génie qu'il fût, ce qu'il n'aurait pas pu imaginer, c'est que aujourd'hui, poser la question « How are you ?» par exemple à ChatGPT, ce que fait ChatGPT, c'est qu'il va récupérer tous les dialogues dont il a pris connaissance sur tous les serveurs de la planète, et en se servant des dialogues, il va chercher statistiquement ce qui était la réponse la plus probable. Alors ça, c'est la fonction dont fonctionne ChatGPT, et bien sûr, tout génie qu'il fût, Alan Turing n'aurait pas pu imaginer qu'on ait un jour des dispositifs informatiques qui permettent de stocker 100 milliards de textes et qui permettent simplement, en reproduisant ce qui se trouve dans les 100 milliards de textes, donner réponse à n'importe quelle question. Alors, moi aussi, j'utilise ChatGPT. Alors, je fais juste une petite allusion à un petit livre qui est en vente ici à l'Académie, qui vient de sortir aux éditions de l'Université, de Libre de Bruxelles. Et pratiquement toutes les idées que je vais essayer de développer ici dans mon exposé sont, évidemment, il y a plus de temps à l'écriture du livre, sont approfondies dans ce livre. Et ce livre s'appelle « Il était une fois une IA régressive ».
Parce qu'un des premiers tests que j'ai fait quand j'ai utilisé ChatGPT, c'était démarrer par une phrase. Hein, c'est ce qu'on fait puisque ChatGPT est un système de complétion de texte. Donc j'avais démarré par une phrase, il était une fois une princesse, que vous tapez dans le prompt. On va parler du prompt, hein, c'est ça la science de ChatGPT, c'est de trouver le bon prompt. Alors j'ai pas fait preuve d'une grande imagination puisque j'ai démarré mon texte par il était une fois une princesse. Et voici la diarrhée verbale que ChatGPT me sort. Il était une fois une princesse vivant dans un royaume lointain et enchantée. Elle s'appelait Isabella, était connue pour sa beauté, et blablabla, et blablabla. Et ça s'arrête, voilà. Alors évidemment, on va retrouver évidemment les pontifs classiques des histoires de princesses, un roi, un beau chevalier, et puis un jour, à un moment, elle finira par nous faire des petits princes, etc. Bon, rien de terriblement original. Je serais un peu gêné de raconter ça à mes enfants à la nuit pour les faire dormir. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne soit pas parvenu à faire ça, donc à pouvoir générer du texte, à la manière de l'IA des années 80 et 90. Alors, voici deux de mes héros, qui n'ont vraiment presque plus lieu de cours, hein, qui n'ont presque plus voix au chapitre, qui sont deux protagonistes de l'IA des années 80 et l'IA 90, l'IA dite symbolique, l'IA linguistique. Il y a Roger Schank, dont je vais vous dire un mot, et puis le deuxième, si je déclenche la vidéo, vous allez le reconnaître par simplement un extrait de film. Now, if you'd all do me a favor and close your eyes. Vous voyez bien qu'on célèbre un anniversaire, vous allez voir de qui. You may open your eyes. Happy Noam Chomsky Day. Happy Noam Chomsky Day. Well, we're celebrating it today. Vous allez voir la photo qui sort. C'est un personnage mythique, hein, c'est pour ça que je voulais montrer un film qui rendait hommage à ce personnage mythique. Uncle Noam, it's the day of your birth. Uncle Noam, it's the day of your birth. Uncle Noam, it's the day of your birth. Uncle Noam, Uncle Noam, Uncle Noam. Oh, hey! Voilà, c'est Noam Chomsky. Alors pourquoi c'est important voilà, un petit film qui rendait un hommage à Noam Chomsky, c'est un film qui s'appelle Captain Fantastic, c'est un très chouette film par ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Noam Chomsky est une figure extraordinaire, comme vous savez, aux États-Unis. C'est un activiste politique redoutable, mais c'est surtout l'inventeur de la linguistique. Donc pour lui, et c'est un des derniers pionniers de l'intelligence artificielle qui est encore vivant, et ce qui est assez extraordinaire, c'est le plus féroce critique de ChatGPT. Si vous voulez aller sur YouTube et voir les vidéos de Noam Chomsky, alors c'est devenu un vieux monsieur avec une chevelure assez imposante, une barbe, enfin il fait, à mon avis, c'est 94 ou 95 ans, et c'est un critique d'une férocité extraordinaire. Donc je vais reprendre pas mal de ses critiques ici, donc je m'inspire beaucoup, c'est pour ça que je voulais lui rendre cet hommage. Mais il y a eu toute une tradition de linguistes dans les années 80 et 90, par exemple Roger Schank, lui s'intéressait à la sémantique des textes. Et pour comprendre un texte, selon lui, il fallait projeter le texte dans des univers abstraits. Donc, par exemple, quand il y avait une phrase « Jean a dit à Marie que Pierre aime les bonbons », vous voyez qu'en fait, il transformait ça dans une espèce de schéma extrêmement abstrait où les mots étaient transformés dans un langage qu'on appelle le mentalais, que beaucoup d'intellectuels en intelligence artificielle ont appelé le mentalais, c'est-à-dire une compréhension sémantique des textes, mais qui ne passe plus par le langage, qui est dégagée du langage. D'ailleurs, c'était très très utile dans la traduction. Dans les années 80, dans les années 90, quand on traduisait, on prenait le texte français, si on faisait par exemple de la traduction français-anglais, on prenait le texte français, on en faisait une analyse syntaxique, et ça, c'est le maître Chomsky qui était à l'origine de tout ce qui est analyse syntaxique de phrases. Donc l'analyse syntaxique, ça veut dire qu'une phrase a un groupe verbal, un groupe nominal. Le groupe verbal lui-même peut être composé d'un verbe et d'un groupe nominal. En fait, Chomsky est à ce point important que c'est grâce à lui qu'on a inventé même les langages de programmation. Vous savez, il a travaillé sur la syntaxe. La syntaxe, c'est très important. Pour Chomsky, notre langage n'est pas aléatoire. Notre langage respecte des règles, et c'est ces règles-là qu'on pouvait encoder dans des logiciels. Ne croyez pas qu'il soit sorti tout à fait du réseau de l'IA, puisque par exemple, quand vous utilisez Word, vous avez un correcteur orthographique, un correcteur grammatical, ce sont les règles de Chomsky. Elles sont encore extrêmement présentes dans énormément de systèmes. Beaucoup de systèmes de dialogue aujourd'hui, de chatbots, sont encore inspirés des travaux de Chomsky. Donc cette tradition-là n'a pas tout à fait disparu, même s'il y a une volonté, je le répète, de la part des créateurs de ChatGPT, de se débarrasser complètement de ces traditions. Et c'est pour ça que moi, ce que j'espère, à l'horizon d'ici de quelques années, c'est qu'on puisse récupérer à quoi ça sert de réinventer la syntaxe, si on a des règles, si on sait que le langage n'est pas complètement aléatoire. Pour ChatGPT, le langage est aléatoire. Le langage n'a aucune forme. Il va réapprendre la syntaxe, il va réapprendre la sémantique. Par exemple, ça c'était un travail de Schank. Schank disait on peut mettre sous forme sémantisée
des situations très stéréotypées. Et ça, c'était la situation aller au restaurant. Mais quand on va au restaurant, il y a toujours des choses qui se passent. C'est comme tous les restaurants. Bon, il y a un serveur, vous commandez un plat, vous vous sustentez, puis vous payez, vous sortez du restaurant. Si vous n'êtes pas content, ben vous vous plaignez, etc. Tout ça a été prévu dans un script qui s'appelait le script restaurant et qui permettait de comprendre en droit, puisque c'est que Marina va me suivre, en droit, on a beaucoup utilisé ce type de raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement par cas. Il y avait des cas juridiques qui existaient et quand on est face à un nouveau cas, on essaie de directement s'apparier à un cas existant, ce qui permet évidemment de mieux traiter le cas présent. Donc tout ça a disparu. Tout ça a été totalement balayé par ChatGPT. Donc tous ces travaux des linguistes, c'est ce que Google a dit, on n'en a plus besoin, on est en train de tout réinventer. Et s'il y a de la sémantique, s'il y a de la syntaxe, laissez-nous faire, on la réinventera. Et ça, ce sont les fameux réseaux de neurones. Donc 2 ou 3 petits mots sur les réseaux de neurones qui sont à l'origine de ChatGPT. Alors c'est quoi un réseau de neurones ? Ici, c'est le fameux exemple de la différenciation des chiens et des chats. Véronique a fait allusion à l'utilisation des réseaux de neurones dans le cadre de la médecine, et notamment de la radiologie, de l'étude des photos et des images. Ici, c'est un fameux problème. Pendant très longtemps, les hommes étaient bien meilleurs que les machines. Il s'agissait de différencier un chien d'un chat sur une photo. Aussi simple que ça. Vous avez une photo de chien, vous avez une photo de chat. Il suffit de dire quel est l'animal présent sur la photo. Pendant très longtemps, les hommes faisaient beaucoup mieux que les réseaux de neurones, et depuis quelques années, je dirais depuis 10-15 ans, les réseaux de neurones font beaucoup mieux que les hommes pour reconnaître... Et ceci, c'est parce qu'on a clairement sophistiqué les réseaux de neurones, vous verrez, j'en parlerai un petit peu, ils sont multicouches, mais ils fonctionnent aussi par expérience et apprentissage, c'est-à-dire qu'on leur montre des millions de photos de chiens et de chats. Ils se doivent de différencier un chien d'un chat. Vous voyez que la sortie du réseau de neurones, c'est est-ce qu'il s'agit d'un chat ou d'un chien. Et si le réseau se trompe, on a ce qu'on appelle les connexions synaptiques. Vous voyez l'allusion au cerveau. On a les connexions synaptiques qu'on va modifier de façon à ce qu'il apprenne de mieux en mieux, de façon à ce qu'il commette de moins en moins d'erreurs. Et ce faisant, avec les millions de photos qu'on lui a proposées, le réseau pourra généraliser, pourra induire une reconnaissance de chiens et de chats pour n'importe quel chien et chat à venir. Moi, j'avais d'ailleurs fait ma thèse de doctorat en partie sur déjà la conduite autonome, puisque nous travaillions à l'époque sur des réseaux de neurones qui pouvaient remplacer le conducteur au volant d'une voiture. Et ce faisant, on prenait tout ce que le conducteur voyait à l'aide d'une caméra, et tout ce que le conducteur faisait était aussi enregistré. Et donc, on alimentait un réseau de neurones pour reproduire, si vous voulez, les actions du conducteur. Et ça marchait bien. J'ai eu l'occasion d'expérimenter cette voiture autonome réalisée par mes soins. On est dans les années 80. J'étais à la place du mort, je n'étais pas tout à fait rassuré, mais ça s'est tout à fait bien déroulé. Alors, pourquoi ces réseaux de neurones sont si extraordinaires? D'où vient la puissance des réseaux de neurones et qui font ce grand remplacement, qui sont en train de remplacer et de substituer à tout ce que l'IA a produit? Alors, il y a 2 raisons à ça. D'abord, les réseaux de neurones transforment tout ce qui touche en de vastes vecteurs numériques. Donc, il y a une mathématisation intrinsèque. C'est-à-dire que les réseaux de neurones prennent un mot, et un mot devient, vous voyez, les mots deviennent un point dans un espace à 2 dimensions. Vous arrivez mal à lire ici, mais les mots, par exemple, qui ont une ressemblance sémantique, c'est-à-dire les mots qui sont généralement utilisés dans un même contexte, vont se retrouver projetés dans un espace à 2 dimensions. Donc, les mots voisins sémantiquement vont être voisins dans un espace à 2 dimensions. C'est pareil pour les chiens et les chats. Les chiens et les chats, un réseau de neurones arrive à les différencier parce qu'il crée une espèce de frontière extrêmement sophistiquée. Ici, j'ai tout mis en 2 dimensions pour que vous compreniez l'idée. C'est une frontière beaucoup plus sophistiquée entre les chiens et les chats. Et vous voyez qu'à l'aide de ces photos, il a réinventé la frontière qui permet de différencier les chiens et les chats. Les chiens et les chats sont eux également plongés dans un grand espace numérique, mais ce sont des vecteurs avec des milliers de dimensions, puisqu'une image recèle de milliers de dimensions. Les mots eux-mêmes, ici, pour simplifier, je l'ai mis en 2 dimensions. Les mots, aujourd'hui, dans ChatGPT, chaque mot est plongé dans un espace à plus de 1000 dimensions. Et vous verrez comment ces dimensions sont apprises, mais un mot, ça n'est plus un mot, c'est un vecteur dans un espace de 1000 dimensions. On a besoin de cela pour faire tourner les réseaux de neurones. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour qu'un mot devienne un vecteur de 1000 dimensions? On essaye que le réseau de neurones, quand il voit un mot, essaie de prédire ses voisins. Donc, par exemple, ça, c'est les voisins à gauche et les voisins à droite du mot. Et sur base des voisins à gauche et à droite, il essaie de prédire le mot au milieu. Ou sur base du mot au milieu, il essaye de prédire les voisins du mot à gauche et à droite. Et c'est comme ça qu'il comprend la sémantique des mots, en retrouvant tous les contextes dans lesquels les mots ont été utilisés, en se servant de leur voisinage, de leur contexte proche. Alors, 2e dimension des réseaux de neurones, parce qu'on parle souvent de ChatGPT comme une espèce de perroquet statistique. 2e dimension essentielle de ChatGPT, c'est un opérateur statistique d'une grande sophistication. Pourquoi? Alors, pour reprendre mon exemple des chiens et des chats, si vous avez une situation avec beaucoup plus de chats que de chiens, la similarité va peut-être pas suffire. Vous allez avoir ici, vous vous demandez,
cette photo, est-ce qu'elle est un chat ou un chien? Eh bien, clairement, cette photo, on ne sait pas très bien. Vous voyez qu'elle est assez proche des chiens et assez proche des chats. Mais qu'est-ce qui va faire pencher la balance? C'est le fait qu'il y ait beaucoup plus, en tout cas dans cet exemple, qu'il y ait beaucoup plus de chats que de chiens. Donc la statistique joue un rôle extrêmement important aussi. En présence de plus de chats, eh ben, en sachant pas, quand on est face à une inconnue, c'est la statistique qui va parler. Et ChatGPT se sert extraordinairement de la statistique. On dit que c'est un perroquet statistique. Comme vous savez, ChatGPT essaie de prédire le prochain mot. Eh bien, quand il a le choix, c'est clairement le prochain mot qui a été le plus fréquemment utilisé qu'on va ressortir. Je vais revenir sur ces problèmes de la statistique. Les réseaux de neurones se sont beaucoup améliorés avec des couches. Ils ont rajouté des couches, des couches, des couches. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, ChatGPT a 100 milliards de paramètres, et ChatGPT a plus ou moins 10 000 couches. Donc, vous voyez la quantité de couches. Et à quoi servent les couches? En fait, les couches sont un reflet de ce qui se passe dans notre cerveau. Véronique aussi a parlé beaucoup de choses dans notre cerveau. Mais le cerveau est multicouche. Et les couches sont des vecteurs d'abstraction. Vous le voyez très bien ici, quand on essaie de reconnaître un A, en fait, on reconnaît un A, quel que soit un A majuscule, quelle que soit son orientation, quelle que soit sa position. Comment faire pour qu'un réseau de neurones puisse faire pareil? En fait, un réseau de neurones arrive à reconnaître un A, quel que soit son positionnement, parce qu'un A, il ne va pas le prendre pixel par pixel, il va extraire les caractéristiques de la lettre A, et il va vous dire la lettre A, c'est la jonction de quelques angles, un angle au-dessus, deux angles à gauche, à droite, etc., quelques droites. Et ça, c'est vrai de tous les A, quelle que soit leur position. Et c'est pour ça que les réseaux ont multiplié les couches, et dans ChatGPT, il y a beaucoup de couches. Donc les gens qui disent ChatGPT ne comprend rien à ce qu'il dit, il faut se méfier un tout petit peu. Nous ne comprenons pas ce que ChatGPT comprend, mais ChatGPT, à l'intérieur de ses couches, reproduit une compréhension du monde, puisque ces couches permettent d'abstraire. Donc ChatGPT apprend le mentalais. ChatGPT abstrait une forme sémantique qui est extrêmement difficile pour nous, parce que c'est 100 milliards de paramètres. Aucun cerveau humain n'est capable de comprendre ce qui se passe dans 100 milliards de paramètres, mais il y a de la compréhension et il y a de la connaissance. Alors ça, ce sont les nouveaux réseaux de neurones, les transformers, qui sont à l'origine de ChatGPT. Ici, je vous les mets à l'œuvre pour un problème de traduction. Donc, par exemple, voici une phrase en anglais, « Time flies like an arrow ». Et ça, c'est sa traduction en allemand, « Die Zeit fliegt », je n'ai pas le bon accent, mais ça, c'est la version allemande de cette phrase. Et en fait, ce que ChatGPT fait, par exemple pour la traduction, mais on l'utilise pareil pour des situations de questions-réponses, vous mettez la phrase en anglais, et ça devient le prompt, que vous rentrez ici, que vous encodez. Vous avez une version tout à fait sémantisée de cette phrase qu'on met ici. Et ChatGPT apprend sa traduction en essayant de prédire tous les mots de cette phrase. Donc en fait, on a des corpus énormes de textes qui sont traduits, donc on sait que la traduction de ce texte anglais, c'est ce texte allemand. Mais ce que ChatGPT essaie de faire, c'est en présence de ce contexte, prédire l'un après l'autre tous les mots de la phrase. Donc par exemple ici, le mot qui devrait suivre, c'est « file ». Et il va prévoir file. Dès qu'il aura file, il va prévoir le mot qui suit. Et c'est pour ça que quand vous utilisez ChatGPT, vous avez cette succession de mots qui s'enchaînent. En fait, le principe même de ChatGPT, c'est sur base du contexte et sur base de tout ce qu'il a déjà produit, il essaie de produire le prochain mot. Alors par exemple, quand vous lui dites « How are you », voilà, c'est cette complexité extraordinaire de ChatGPT, quand vous lui dites « How are you », à l'aide de ces multiples couches, vous voyez, il commence à dire « I am fine ». Et puis « I am fine »,« well », etc., en continuant cette phrase. Alors, un point très très important qui a été certainement l'élément déclencheur du succès de ChatGPT, c'est de dire les mots, on ne va pas les utiliser de manière isolée, on va les prendre dans des contextes. Et mathématiquement, bon, de nouveau, il y a une petite incursion, je m'excuse, dans le monde des mathématiques. Comment est-ce qu'on prend le contexte d'un mot ? On va multiplier chaque mot par ses voisins, même des voisins qui peuvent être très éloignés. En mathématiques, on fait des produits scalaires de vecteurs, puisque je vous ai dit, on vectorise les mots, puis on fait des produits scalaires. Et c'est ces produits scalaires qui vont nous donner le mot suivant. Donc, ce qui permet éventuellement de désambiguiser les mots. Par exemple, vous avez le vol du magasin a rapporté un bon butin, le vol d'avion a subi de nombreux trous d'air. Il y a 2 fois le mot vol. Comment est-ce que ChatGPT fait pour savoir que dans un premier cas, il s'agit d'un larcin, dans un deuxième cas, il s'agit de turbulence d'un avion ? Eh bien, parce qu'il va associer vol à butin dans un cas et à trou d'air dans l'autre. Il fait un produit scalaire entre vol et les mots qui suivent ou les mots qui précèdent, ce qui lui permet de trouver le contexte et de comprendre le mot. Pareil ici, si vous avez une phrase comme le chien... Excusez-moi. Voilà, le chien a dévoré l'os car il était affamé, le chien a dévoré l'os car il était délicieux. Mais nous tous, on sait bien que le « il » ne renvoie pas au même objet. Le « il » renvoie au chien ou à l'os. Pareil, ChatGPT va s'en sortir parce qu'il va comprendre que chien affamé fait que le « il » devient associé au chien, os délicieux fait que le « il » est associé à l'os. Par des produits mathématisés. Donc on est dans un monde tout à fait idéalisé de mathématiques avec des vecteurs et des produits scalaires.
Alors, ChatGPT, que vous le sachiez, a été entraîné sur un corpus de texte extraordinaire. Tout y est passé. On évalue ça à des centaines de milliards de mots. Alors, d'où venaient ces mots? Alors, le web, on peut textualiser tout le web. On appelle ça Command Crawl. Command Crawl, c'est tout le web qui a été mis sous forme textuelle. Web text, les livres, tous les livres. Google a une bibliothèque de tous les livres qui ont été produits, ont été numérisés. Donc c'est pas si surprenant qu'il y a des auteurs qui se trouvent pillés et qu'il y a des problématiques de droit d'auteur, parce que tous les livres ont été numérisés, et ce ChatGPT se sert de tous les livres, toutes les publications scientifiques, tout ce qu'on a produit scientifiquement est dans ChatGPT, tout Wikipédia est dans ChatGPT, mais plus encore, tout GitHub. Alors, les informaticiens ici dans la salle savent peut-être que GitHub, c'est le répertoire de tous les codes qui ont été produits depuis la naissance, donc on met tous les codes sur GitHub, et ChatGPT est devenu un extraordinaire informaticien. Il est capable d'écrire des codes. Pour moi, c'est vraiment... En fait, ChatGPT est en train de condamner les gens qui lui ont donné naissance, puisqu'en fait, on va bientôt plus avoir besoin d'informaticiens non plus, puisqu'en utilisant ChatGPT, on sait pratiquement produire tous les codes, en ce compris ceux qui produisent ChatGPT. On a une espèce de situation du serpent qui se mord la queue. Alors, son aspect statistique, vous pouvez très très bien le voir quand la probabilité de chaque mot est dans une courbe descendante. Donc ça, c'est la probabilité de prendre ce mot-là comme un mot qui suit, et chaque possibilité de mot qui suit est sur une courbe du plus probable ou du moins probable. Donc par exemple, si vous dites « The best thing about AI is its ability to create worlds », vous pouvez aussi avoir « The best thing about AI is its ability to learn ». Alors pour les gens de l'ULB, je ne sais pas ce qu'il en est de l'UCL et d'autres universités, nous avons un contrat avec Microsoft. Et la meilleure version de ChatGPT aujourd'hui, c'est celle que vous avez dans le moteur de recherche de Microsoft, qui s'appelle Bing, comme vous savez. Et en fait, pourquoi vous voyez que c'est statistique? Parce que vous pouvez choisir entre 3 versions de ChatGPT, la plus créative et la plus précise. Alors, si vous mettez la plus créative, statistiquement, il va prendre les mots les moins probables. Mais ça sera syntaxiquement correct, mais ça vous donne une impression d'originalité, de créativité, de surprise, parce que c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend. Si en revanche, vous prenez la version la plus précise, vous aurez les phrases relativement standards, relativement formatées, mais beaucoup plus attendues. Donc vous pouvez jouer avec cet outil, c'est assez exceptionnel, et c'est la version ChatGPT 4, que Microsoft, c'est avec Microsoft a racheté OpenAI. Donc on a la dernière version, gratuitement, enfin en tout cas à l'ULB on a une licence pour l'utiliser, je ne sais pas ce qu'il en est des autres universités, mais c'est cet outil-là que je vous conseille d'utiliser plutôt qu'OpenAI. Il y a une petite fenêtre ici dans votre moteur de recherche, et vous choisissez le dialogue, et vous avez une fenêtre de dialogue comme ChatGPT. Donc recommandation. Alors, autre élément de cet apprentissage, quand vous n'êtes pas content, vous le dites. Vous dites « Ah mais non, c'est pas bon, ça n'a rien à voir. » Moi, quand je demande qui est le directeur de mon labo, on me sort toujours Marco Dorigo, qui n'est pas moi, et ça m'énerve. Et ça fait maintenant des semaines et des semaines que j'essaie de corriger ChatGPT. Il s'avère que statistiquement, Marco est plus connu que moi, et donc voilà, je souffre de son aspect statistique. Mais quand je lui demande d'être un peu plus créatif, il me sort moi. Donc voilà, j'ai quand même une chance de remonter dans les stats. Alors, vous pouvez le pénaliser par un apprentissage type renforcement. Et il faut savoir que OpenAI, Microsoft, etc. mettent à leur disposition, mais pas des milliers, des centaines de milliers de personnes qui voient ce que ChatGPT produit et qui sont ce qu'on appelle les mechanical turks, c'est-à-dire qui punissent ou récompensent ChatGPT par un apprentissage qui est dit par renforcement. Donc en fait, vous pouvez, et c'est une des raisons pour lesquelles ChatGPT ne délire pas, il délire pas mal, hein, mais ne délire pas trop, en tout cas ne verse pas dans les tests trop complotistes, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui voient ce que ChatGPT produit et qui le punissent ou qui le récompensent, en essayant de lui faire dire des choses qu'on a plus envie d'entendre et de lire. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est une composante extrêmement importante aussi de ChatGPT qui permet d'améliorer les connexions, son fonctionnement, à l'aide de retours, hein, c'est bien, c'est pas bien. Alors, quand je parlais de l'espoir du neurosymbolisme, il y a une évolution aujourd'hui de l'IA qui est on se débarrasse de l'homme. Vous voyez que, par exemple, pour faire de la reconnaissance d'image, avant, eh bien, il y avait un homme, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur la reconnaissance d'image ou sur le langage, et il y avait un homme qui essayait un peu de faciliter la vie de la machine en extrayant des caractéristiques. C'est ce qu'on fait pour le langage. Hein. Ce que faisaient les gens quand ils étaient en linguistique, ils voyaient une phrase, ils essayaient d'en extraire la syntaxe, la sémantique, et puis ils utilisaient un système relativement automatisé. Mais on avait une maîtrise sur ce qu'on faisait. Pour ceux qui travaillaient sur l'image, c'était pareil. Ils extrayaient des caractéristiques de l'image, donc ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Et puis du jour au lendemain, les GAFAM, pour ne pas les citer, ont décidé de se débarrasser de l'homme. Partout. Au jeu de Go, en traitement d'image, en linguistique, surtout pas. Pourquoi? Alors il y a une raison relativement objective, qui est de se dire, mais souvent l'homme nous a envoyés sur des fausses pistes, sur des cul-de-sac. On peut faire mieux que l'homme, c'est ce qui s'est passé dans le Go. Les joueurs de Go étaient dans un cul-de-sac. Ils jouaient à la matière des joueurs de Go. Ils jouaient pas c'est pas la manière objective, la meilleure manière objective de jouer au Go. En se débarrassant des joueurs de Go, on a trouvé d'autres manières de jouer au Go qui étaient meilleures. En médecine, il y a beaucoup de situations comme ça où les logiciels trouvent des choses que les médecins n'ont même pas imaginé qu'on puisse trouver.
Par exemple, des corrélations entre les mutations génétiques et des cancers, des fibrillations cardiaques que les logiciels réussissent à anticiper, là où les cardiologues sont complètement démunis. Ils voient c'est un électrocardiogramme, ils ne savent même pas l'interpréter. La machine fait des choses, voit des signaux, parfois des signaux faibles dans des quantités. Vous imaginez dans les textes qu'elle est capable de voir, mais il le voit en disant « Boyton ». On veut plus d'expertise, on veut plus d'humain. On laisse le réseau de neurones redécouvrir toute l'expertise par l'humain. Alors c'est vraiment une évolution, c'est pour ça que je vous ai parlé d'une IA régressive. C'est une évolution qu'on peut considérer quand même très préoccupante, de dire que ces systèmes sont d'autant mieux performants, d'autant plus performants qu'on a mis l'homme à côté et qu'on lui a surtout dit de ne pas toucher, mais pas la main là-dedans, laisse-le faire. Alors, une expérience personnelle qu'on a eue à l'ULB, c'est intéressant parce que petit à petit j'arrive vers la fin de mon exposé. Combien ouais. C'est encore 5 minutes. Alors, une petite expérience personnelle que j'ai eue avec des étudiants de mon université, l'ULB. On a voulu faire un système de dialogue qui expliquait le fonctionnement de l'université. Alors, si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'université, vous pouvez aller, il y a des PDF, par exemple, il y a des règlements pour les doctorats, il y a des règlements pour l'enseignement, ce qu'on peut faire à l'université ou pas, et tout est mis sous forme de PDF. Bon, l'accès n'est pas si simple, hein, il faut surfer sur le site web. On n'a pas encore de FAQ, hein, qui sont les Frequently Asked Questions. Il y a plusieurs manières de faire qui avaient anticipé ChatGPT. Alors, ce que mon étudiant a décidé de faire, c'est de prendre une question qui est posée, par exemple, quel est le rôle de l'association des cercles étudiants. Il prend cette question, c'est devenu une espèce de pratique très courante. Vous prenez la question qui est posée, ici c'était quels sont les statuts de l'association des cercles étudiants, et puis vous partez de cette question, et vous allez l'enrichir, et c'est pour ça que sans surprise, il commence à y avoir toute une nouvelle ingénierie qu'on appelle l'ingénierie du prompt. Je vous en mets 3, mais si vous allez sur Amazon et vous tapez prompt, vous avez, mais c'est pas 3, c'est 100 bouquins qui sont sortis en l'espace de quelques mois pour vous expliquer comment écrire un prompt dans ChatGPT. Et donc maintenant, il y a des cours sur la rédaction d'un prompt. Alors ce que cet étudiant avait fait, c'est qu'il a pris le prompt, donc la question qui est posée dans le logiciel, et puis simplement, il a calqué cette question sur les PDF, il a vu les PDF qui étaient les plus proches de la question posée, il a extrait quelques mots de ce PDF, et donc il a simplement complété son prompt avec ce qu'on pouvait trouver dans les bases de données de l'ULB, dans les documents PDF administratifs. En faisant ça, on avait un système de chat, de questions-réponses, extraordinaire, parce que non seulement il était relativement correct, parce qu'enrichi par les vrais documents administratifs de l'ULB, mais aussi très familier. Parce que parlant d'une manière, alors ça relaxe évidemment le travail à fournir pour l'utilisateur, parce que vous allez sur ChatGPT, vous demandez quels sont les statuts de l'ULB, et vous avez des réponses tout à fait familières dans un langage très compréhensible. Vous n'avez pas besoin de surfer pour aller trouver les documents PDF qui s'y rapportent, ou vous n'avez pas besoin d'utiliser un FAQ. Donc c'est pour ça que ChatGPT s'impose, et ça c'est seulement sa version question-réponse. Vous avez la version traduction, vous avez la version... Donc c'est un outil qui va définitivement... Plutôt que, par exemple, accès aux documents PDF, aux réalisations d'un agent conversationnel à la manière de l'IA classique. Alors, pour vous rappeler l'IA classique, les agents conversationnels, c'est toujours amusant comme cette anecdote, les agents conversationnels en IA classique ont démarré avec une expérience d'un informaticien qui avait décidé de réaliser le test de Turing en réalisant un logiciel qui s'appelait ELISA. Et ELISA devait dialoguer avec les patients qui visitaient ce psychologue, et tout se faisait par un écran interposé, puisque Turing avait demandé que ça se fasse par écran interposé. Alors vous arriviez et vous disiez, bon c'était en anglais parce que le logiciel fonctionnait en anglais, mon petit ami m'a demandé de venir ici, et le psy virtuel, hein, le psy logiciel, vous disait, ah, votre petit ami vous a demandé de venir ici. Vous voyez que c'est pas très compliqué hein, pour un logiciel de reproduire la question et la mettre sous forme de... Et puis il disait, oui, il dit que je suis tout le temps déprimé, et le logiciel disait, ah, je suis vraiment désolé d'apprendre que tu es déprimé. Alors, il reprenait, vous voyez, des bouts de phrases et il les mettait dans des espèces de canevas. Beaucoup de chats GPT, enfin, non, excusez-moi, beaucoup de chats, de systèmes de dialogue fonctionnent comme ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lui avait réussi le test de Turing, parce que quand on a demandé aux patients s'ils avaient eu affaire à un véritable psychologue, je crois que 98% des patients étaient persuadés qu'il s'agit d'un véritable psychologue. Bon, ça nous en dit beaucoup sur les psychologues, mais... Bon, petite anecdote, hein. J'aime la placer, c'est pour ça. Alors... En conclusion, on arrive aux conclusions. Bon, une des grosses questions qu'on est en mesure de se poser, c'est quel sera l'impact de ChatGPT sur le fonctionnement de nos universités. Il y a beaucoup de discussions pour l'instant à l'ULB, mais je sais que ça se répand dans toutes les universités du pays, et pas que du pays, de la planète, sur quel rôle lui donner. Alors, j'ai pas de réponse définitive. Il y a vraiment, pour l'instant, tout un bouleversement, toute une réflexion qui est entamée. Moi, j'ai vraiment l'impression que si on prend les deux rôles importants de l'université, il y en a 3, mais ici, je me limite aux 2, qui sont l'accès au savoir existant, donc son volet enseignement, et la production de nouveaux savoirs, donc son volet recherche, indéniablement, ici, si je dois émettre une espèce de statistique tout à fait un peu fantaisiste, mais allons-y, hein, osons-nous, je pense que 80%
de l'enseignement va être bouleversé par ChatGPT d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs, on va devoir se remettre à question dans 80% des cas. Alors, c'est plus vraiment le cas en matière de production de nouveaux savoirs, la recherche, puisque ChatGPT, comme vous savez, se base sur l'existant. Donc, la recherche, par définition, c'est produire de l'original, produire de l'innovation. Là, ChatGPT va être un peu en reste, sauf que quand même, quand on doit faire l'état de l'art, quand on doit se servir, quand on doit s'inspirer, je pense qu'il y aura une utilisation beaucoup plus minorisée, mais aussi assez importante, peut-être à 20%. Ces mots n'ont aucune importance, c'est simplement pour dire que je pense que l'enseignement va être profondément impacté et la recherche beaucoup moins. Alors, je finis par les problèmes que pose ChatGPT, et j'en aurai fini, je vous les mets ici tous. D'abord, ce qu'on néglige souvent, c'est que ChatGPT est un goulaf énergivore comme on n'en a jamais fait en IA. Pour entraîner ChatGPT, il a fallu 300, en matière d'énergie, il a fallu 300 vols Paris-New York. Et à mon avis, le lac Léman pour le refroidir une fois qu'il avait appris ses 100 milliards de mots. C'est une consommation énergétique épouvantable. On sait déjà que l'informatique est responsable de 5% des émanations de CO2. La croissance va être exponentielle si on continue à utiliser des outils comme ChatGPT. En sachant d'ailleurs que nous, pour produire du langage, pour comprendre et pour parler, nous utilisons des microwatts. Notre cerveau, c'est quelques microwatts. Le ChatGPT, c'est des milliers de gigawatts. Donc on est dans un ordre de grandeur qui est 10 puissance 10 fois ce que notre cerveau consomme. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on a tort de se débarrasser de l'expertise humaine. Parce que l'expertise humaine pourrait permettre aussi d'économiser. Pourquoi il faut réapprendre la syntaxe? Pourquoi faut-il réapprendre la sémantique si nous la connaissions? Pourquoi ne pas aider l'informatique à faire exactement, à combler, si vous voulez, les angles morts de notre cognition, mais pas tout réinventer? C'est ce que dit Chomsky. Chomsky, il est complètement marri de voir que ce ChatGPT est en train de réapprendre la syntaxe à sa manière, mais que tout son travail pendant 30-40 ans ne semble plus servir à rien. Alors, il souffre de nombreux biais. Si vous demandez, moi j'avais fait « Il était une fois une princesse », évidemment j'avais une femme, etc., ben, évidemment c'était dans le titre, mais si vous faites « Il était une fois un docteur », 9 fois sur 10, vous avez le docteur Jean Martin ou le docteur Frédéric Lenoir, etc. Mais c'est toujours un docteur masculin. Donc ça, c'est le genre de biais qui sont terribles dans ChatGPT. C'est qu'évidemment, statistiquement, il reproduit les textes existants. La majorité des textes dont il s'est nourri masculinisent en général les docteurs. Et on n'aura pas la doctoresse Françoise Adam ou même le docteur Mukwege, puisque bon, c'est des docteurs blancs, bien casés, etc. Donc beaucoup de biais statistiques, frontières totalement floues entre le vrai et l'halluciné. Bon, je vous ai parlé de Marco Dorigo, mais il y a plus grave. Donc, à un moment, vous voyez un texte et vient se glisser un truc complètement absurde, notamment quand il se source. Si vous le demandez de se sourcer, alors ça, c'est du tout et n'importe quoi. Donc, il y a des hallucinations qui sont quand même, et qui restent problématiques, même si, et c'est vrai, en quelques mois, ça s'est étonnamment amélioré. Le ChatGPT 4 commet beaucoup moins d'impairs que le ChatGPT 3, notamment vu l'apprentissage par renforcement et les centaines de milliers d'utilisateurs qui s'interposent. Ne lui demandez pas de se sourcer, ça c'est un drame, et ça c'est très embêtant pour les étudiants qui l'utilisent notamment pour des états de l'art ou pour des mémoires. Il n'y a aucun fondement linguistique, donc c'est assez normal que... Vous savez, un des avantages de la manière dont on faisait avant la publication ou la publicité des règlements administratifs, c'est qu'on avait une certaine garantie de la véracité. Parce que c'était des documents PDF que nous avions écrits, ou on se servait des documents PDF pour générer des réponses qui s'étaient adéquates. Là, à la manière de ChatGPT, peut se glisser un tout et n'importe quoi, mais qui laisse un peu déconcerté, puisque vous avez l'impression d'un truc très bien, et puis vous allez passer outre, et vous allez continuer à penser et à adopter tout ce que ChatGPT vous dit. Alors, qu'est-ce que ça inhibe ou booste la créativité? Alors ça, c'est un grand débat, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Alors pour moi, l'IA n'a rien de créatif. Alors je vous rassure, je vous promets, c'est ma dernière slide. Quand vous mettez du Rembrandt à l'IA générative fait du Rembrandt. Mais la dernière conférence que j'avais fait ici à l'Académie, j'ai eu la chance de visiter l'exposition de Brancusi que Didier avait organisée. Et ce que j'ai vu, c'est quelque chose que l'IA n'est pas capable de faire. C'est-à-dire se nourrir de Rodin, qui était le maître de Brancusi, et faire un autre baiser. Si vous mettez du Rodin dans l'IA, elle va faire du Rodin. Mais moi, ce que j'ai vu et qui m'avait fortement impressionné quand on avait visité l'exposition de Brancusi, c'est que vous lui mettez du Rodin et il fait cette sculpture qui est autrement plus créative. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ravi de passer la parole à mon amie Marina, qui, comme on vous l'a dit, est professeure de droit à l'université Nice-Côte d'Azur. Merci. Je crois qu'il faut continuer en avance. Là. C'est bon, c'est le même. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Comme tu l'indiquais, ma tâche est d'être un petit peu plus en surplomb pour traiter des aspects
on va dire sociétaux, les conséquences finalement de ChatGPT, au-delà du droit, mais les conséquences sociales. Nous savons que la technique, c'est l'enjeu du siècle. C'était la prophétie, en tout cas, de Jacques Ellul. Nous n'étions alors qu'en 1954. Et au vu de tout ce que Hugues vient de présenter, que dirait Jacques Ellul aujourd'hui dans une société qui est devenue hautement, vertigineusement, je dirais même, technologique. Et nous avons conscience qu'il se joue ici une rupture qui va très clairement au-delà de la technique, qui va au-delà du progrès scientifique et qui interpelle très vigoureusement les sciences sociales, donc celles du langage, au premier chef, bien sûr, mais aussi les sciences juridiques. Et il n'est pas inutile de rappeler, comme d'autres, que ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit et qui font surtout le progrès du droit. Alors, progrès, on va en discuter, mais en tout cas, la question est clairement posée. La question, elle est toute simple, finalement. Avec ChatGPT, assistons-nous à une rupture d'ordre technologique ou anthropologique, ou peut-être les deux? Et c'est un sujet sérieux, en dépit de tous les très mauvais jeux de mots qui circulent autour de ChatGPT, et Hugues est à l'origine de certains d'entre eux. Très mauvais jeux de mots, mais pourtant ces systèmes algorithmiques intelligents nous disent quelque chose. Ils nous disent quelque chose de nouveau parce qu'ils ne se contentent plus seulement de classer, de répertorier, de fouiller, d'analyser, mais ils peuvent désormais parler, ils peuvent nous parler, ils peuvent même faire parler les morts, puisque des systèmes d'IA peuvent redonner sa voix à une personne disparue, ils peuvent créer l'illusion de sa présence, ils peuvent inventer des phrases qu'elle aurait pu prononcer avec des mots conformes, et y compris en suivant les convictions qu'avait la personne. Donc notre sujet n'est clairement pas que technologique. La question que l'on se pose évidemment est de savoir, mais doit-on laisser faire? Doit-on encadrer? Doit-on empêcher? Questionnement très classique pour les juristes. Il nous faudra certainement une éthique de la parole au temps du numérique, mais il nous faudra aussi bien sûr un droit de la parole au temps du numérique. Les questions immédiates que l'on se pose sont finalement assez simples. Qui sera responsable de cette parole? Est-ce que ce sera le concepteur de l'algorithme, l'entreprise qui proposera le service, le client qui pourra écouter son aïeul, etc. Alors le cas, évidemment, il est anecdotique, il est rare, mais il est symbolique de ce que Roger Paul Droit a appelé le surgissement de l'inédit. On est très clairement dans ce surgissement de l'inédit, avec des problématiques qui n'ont encore jamais été posées à nous juristes. Alors les juristes, évidemment, vont s'emparer de ChatGPT, soit pour l'utiliser, et évidemment qu'ils vont l'utiliser, soit pour le réguler. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord en comprendre le contexte et les effets. Le contexte, d'abord, c'est celui d'une évolution technologique qui s'inscrit dans une histoire qui vise à instaurer des rapports toujours plus fluides, toujours plus naturels entre les systèmes techniques et nous-mêmes. Et cette histoire-là, elle a commencé depuis longtemps, déjà depuis 2010, avec les fameux 10 Siri et toutes les enceintes connectées qui visaient à effacer justement cette distance entre les propositions commerciales et le consommateur. Et nous étions déjà habitués à ce que des systèmes intelligents puissent écrire des textes, mais le fait principal aujourd'hui est que désormais ces systèmes nous parlent. Ce qui veut dire que nous vivons le moment de l'histoire des hommes où des systèmes nous parlent, non pas seulement pour entretenir un dialogue, mais pour initier une décision. Très clairement, Waze ou le GPS, c'est-à-dire que cette puissance d'expertise est appelée à nous signaler, à nous humains, quelle est la bonne action que nous devons entreprendre. Et le contexte dans lequel s'insère ChatGPT, c'est celui d'une plateformisation du monde, ces fameuses plateformes numériques, ces géants du numérique qui prospèrent dans un univers dématérialisé, sans frontières, dans lequel les GAFAM exercent un pouvoir de domination par l'économie et par l'influence. Les produits qui sont sortis d'OpenAI
sont la marque d'acteurs privés qui ont eu le génie de leur époque, c'est à savoir celui de la gratuité. Et la gratuité permet de préempter l'adhésion des consommateurs, mais toujours pareil, dans l'ombre du droit. La plateformisation de l'économie s'accompagne aussi d'une autre tendance qui est très voisine, c'est celle de l'ubérisation, pour reprendre le barbarisme, et l'ubérisation de nos sociétés, qui fabrique ce double mirage de la gratuité et de l'expertise sans effort. Et ce phénomène d'ubérisation, si on cherche à le comprendre, pourrait très clairement se situer au confluent de Wall Street et de la Silicon Valley. Wall Street, pourquoi ? Parce que c'est le théâtre de la quand même très grande crise financière des subprimes, dont on n'est pas forcément certain d'être complètement sorti, y compris aujourd'hui en 2023. Crise financière qui a sabordé les services publics, qui a mis à genoux les États et qui a prôné l'austérité. Et en même temps, la Silicon Valley qui a prôné la technologie comme un substitut un petit peu miraculeux et surtout un substitut gratuit aux apories de l'État. Silicon Valley qui permet de mettre à disposition des moyens de transport par Uber, par Blablacar, etc., là où les services publics de transport deviennent défectueux. Donc la gratuité a nourri l'habitude finalement de transférer nos données sans contrepartie, pourvu que l'on ait accès aux services, de manière instantanée, massive, virale. C'est ce phénomène de propagation qui a été évoqué par notre collègue Dominique Boulier. Et plus largement, le contexte est aussi celui de la siliconisation du monde et du libéralisme numérique. ChatGPT fait partie des Large Language Models, les LLM, qui ont rendu possible ce que j'appellerais la capture du langage humain par le capitalisme linguistique des plateformes. Et n'oublions pas que Google a construit son empire en faisant des mots une marchandise, c'est-à-dire en fondant un modèle commercial incroyablement profitable sur la spéculation linguistique. Le langage est donc au cœur de l'économie numérique depuis longtemps. Finalement, nous l'avons oublié, mais c'est le modèle qui est à l'œuvre depuis longtemps. Et ChatGPT ne fait que révéler ce que le philosophe Michael Sandel a pu appeler un effet de commercialisation sur la parole. Et enfin, le contexte, c'est aussi celui de la mise en place de ce que j'appellerais une forme de réplication numérique de notre monde réel, avec des phénomènes très perturbants pour nous tous, c'est-à-dire la création de métaverses qui sont peuplés d'avatars, avec de nouvelles créations de valeurs, que ce soit des crypto-monnaies, des NFT, de nouvelles architectures de confiance avec la blockchain, avec les DAO. La technologie aujourd'hui est devenue, entre guillemets, de rupture, dit-on, parce qu'elle remet en fait en cause des institutions sociales cardinales, l'État versus les GAFA, le marché versus les plateformes, la personne versus l'avatar, la monnaie versus les crypto-assets, et même l'identité versus l'anonymat des réseaux, qui reste encore majoritairement la règle. Et voici donc que la technologie s'attaque au langage. Alors après le contexte, les effets. Les effets à présent, comme Hugues l'a très bien expliqué auparavant, ces systèmes se nourrissent de corpus existants dans des bases de données, dans Internet, des corpus extrêmement larges. Les systèmes vont être entraînés, on retrouve l'anthropomorphisme, ils sont entraînés comme des humains pour apprendre les règles du langage. Ils vont répondre à des schémas logiques antérieurs sans force d'inventivité, ce qui veut dire que c'est une langue utilitariste, et plus ces systèmes vont nous parler, plus nous allons nous en remettre à eux et à nous défaire finalement de notre capacité à parler dans la pluralité. Ça, c'est un point important. Certains auteurs disent que c'est une rupture juridico-politique qui se résume en une question: qui parle en société? Est-ce nous tous dans la pluralité, et j'ajouterai et dans le contradictoire, ou est-ce des systèmes opaques qui engagent finalement une sorte de marchandisation continue de nos existences, pour reprendre la formule un peu brutale
du philosophe Éric Sadin, qui est toujours très critique contre l'économie numérique. Alors, pour comprendre les effets de ces nouveaux LLM, les Large Language Models, dont ChatGPT fait partie, il faudrait une analyse de court terme et une analyse de moyen-long terme. L'analyse de court terme, c'est parce que ChatGPT soulève d'innombrables difficultés pour notre temps présent, en droit, que ce soit évidemment sur le volet de la propriété intellectuelle. Comme l'a dit Hugues, il y a un pillage qui est à l'œuvre des droits de pays, donc ça c'est un premier point. Lorsque l'on est dans l'enseignement supérieur et la recherche, on comprend très clairement quel est l'enjeu en termes de fraude en examen, en termes de ce que l'on doit transmettre aujourd'hui aux étudiants, et donc ça questionne ni plus ni moins que le cœur de métier, donc c'est quand même pas rien. La question aussi des secrets d'affaires en entreprise, donc c'est quand même un champ de questions qui est extrêmement large, mais ça ce sont les questions pour notre temps présent. Et n'oublions pas que nous sommes sur des technologies qui évoluent à une vitesse vertigineuse. Je pense qu'il y a 3 ans de ça, personne, peut-être Hugues, mais en tout cas pas moi, je n'avais pas conscience de ChatGPT. Je ne savais pas que ça existait. C'était il y a à peine 3 ans. Quid en 2030 ? Quid en 2040 ? Moment où probablement la rupture anthropologique, si elle doit advenir, sera certainement beaucoup plus manifeste. Des systèmes décident et parlent à notre place. C'est une affaire sérieuse. Microsoft a intégré ChatGPT à Bing. En Chine, on a déjà un robot d'intelligence artificielle qui dirige une entreprise. Alors, très rapidement, je souhaiterais aborder 2 points, très rapidement, je vous rassure, dans cette présentation. Tout d'abord, ChatGPT et le langage. Comment des machines voient et parlent au monde ? Et ça, c'est quand même une belle question qu'il faut que l'on se pose. Et ensuite, ce que ChatGPT fait au droit, et comment le droit réagit face à ChatGPT, c'est cette dialectique un peu code versus code. Donc tout d'abord, ChatGPT et le langage, et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au langage, puisque les algorithmes de ChatGPT, mais comme tant d'autres, réalisent une sorte de mise en data de nos expériences vécues. C'est-à-dire que la personne, l'individu, devient un émetteur de data qui est suivi, qui est poursuivi, qui est deviné, qui est anticipé, qui est même pronostiqué à l'aune de ces traces numériques. Et d'ailleurs, la terminologie qu'emploie le législateur dans le fameux RGPD pour parler de la personne, ça devient un data subject. Donc c'est bien un émetteur de données. Et cette mise en data des personnes permet de reconstituer numériquement des interactions sociales qui vont nourrir une construction algorithmique et statistique du langage. Alors la question évidemment est de savoir, mais est-ce encore du langage ? Dans leur dernier ouvrage, Quand la parole détruit, Monique Cattelan et Roger Paul Droit, donc des philosophes français, s'interrogent sur la destruction du langage dans l'économie numérique. Et ils rappellent un point essentiel, c'est que la parole vient des autres et elle y retourne. C'est-à-dire que nous avons appris à parler avec et par les autres. Nous répondons à leurs interpellations, à leurs demandes, à leurs questions. Nous répondons à leurs éventuelles attaques. Nous écoutons, nous tentons de les convaincre. Nous n'y parvenons pas toujours, mais en tout cas, nous continuons à parler avec eux, contre eux et pour eux. Et toute la question, nous disent les philosophes, est d'en prendre conscience ou de l'oublier. Et si nous l'oublions, comme d'ailleurs la pente actuelle nous y engage, si nous l'oublions, nous en viendrons à parler sans interlocuteur. Et c'est là d'ailleurs la différence entre les interlocuteurs et les allocutaires. Les allocutaires, ce sont ceux à qui on s'adresse, mais qui en fait ne sont pas censés nous répondre. Il n'y a pas tant que ça, mais les allocutaires, c'est Dieu, c'est le public, le psychanalyste, normalement, il n'est pas censé répondre. Les interlocuteurs, eux, ils s'expriment. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager dans un processus d'échange, un échange contradictoire, et c'est ce qui distingue radicalement l'univers de la parole adressée de la parole qui est simplement projetée. Et nous traversons peut-être une crise de la parole, une crise dans laquelle les allocutaires se multiplient et les interlocuteurs se raréfient. Or, l'altérité
est la condition première pour que la parole existe. Et cette crise du langage se propage aussi à la forme, et je pense que nous l'avons tous expérimenté. Il n'y a pas de parole sans forme. Alors, quelle forme? Déjà, les formes de la langue, la grammaire, syntaxe, le système de sons, les stocks des mots, la signification, mais aussi toutes les formes du dispositif dans lequel on parle. Conversation intime, discours public, conférences, exposé à l'Académie royale, etc. Évidemment, la situation modifie, altère le langage. Et puis les formes culturelles et sociales des prises de parole, la politesse, la préséance, le protocole, la courtoisie, bref, toute forme suppose un choix, un contexte et une attitude morale. Et nous voyons qu'une bonne partie de ces formes est en crise, avec un phénomène déconcertant de brouillage des frontières dans nos modes d'expression. C'est-à-dire qu'on a un brouillage entre l'oral, l'écrit, les images, les textes, les lettres, les sons. On dicte des messages par la voix, on va insérer des émoticônes au milieu des phrases, on peut écouter des livres et des articles sans les lire, et puis on a aussi des vidéos qui remplacent le discours. Donc on voit que les cases ne sont plus étanches, que les brouillages se prolifèrent, et il en résulte d'innombrables micro-mutations qui favorisent finalement une parole toujours plus compactée, heurtée. Les linguistes nous disent une parole lapidaire, comme de simples signaux devenus graphie élémentaire, et puis moi j'ajouterais aussi une parole de plus en plus violente, notamment dans l'espace public. Alors qu'en penser pour l'avenir? Encore une fois, écoutons les philosophes qui nous alertent, car le danger mortel qui menace la parole humaine, c'est encore et toujours l'ombre portée du totalitarisme. Alors ça, je pense que c'est pas anodin de le mentionner ce matin, parce que sous toutes ces formes, sous toutes ces latitudes, de toute éternité, le totalitarisme incarne le règne de l'unique, c'est-à-dire la négation de la pluralité, et l'appauvrissement de la langue est un phénomène dont il faut toujours se préoccuper, parce que derrière l'appauvrissement de la langue, il y a aussi l'appauvrissement des capacités de réflexion. Alors certains penseront peut-être que nous allons trop loin, alors je l'espère, mais il ne faut pas occulter le risque d'une transformation profonde du langage. Roger Paul Droit se demandait, mais alors bien parler, qu'est-ce donc? Et Roger Paul Droit répond en disant, mais bien parler, ce n'est pas une affaire de vocabulaire, de correction grammaticale ou d'élégance de style. Bien parler, c'est parler humain. Et parler l'humain, c'est avant tout avoir le sentiment que les paroles importent, c'est-à-dire que les nôtres de paroles, comme celles des autres, ont un poids et des effets. Et ChatGPT, au même titre que les Large Language Models, précipite une crise dans nos modes d'expression qui marque ce que j'appellerais le glissement du langage vers le dialecte. Le dialecte, comme nous le rappelle Alain Rey dans son dictionnaire culturel de la langue française, c'est un langage particulier d'un pays, mais c'est surtout la modification de la langue générale. Alors, est-ce qu'ici, nous n'avons pas une modification, dans le sens où nous avons une nouvelle forme d'expression statistique de la parole dans l'univers algorithmique des LLM? Alors, l'accepterons-nous? Je pense que le consommateur, oui, très certainement. Sommes-nous entrés dans ce que le roboticien japonais Masahiro Mori a conceptualisé il y a plus de 50 ans déjà, sous le terme de la vallée de l'étrange? Sommes-nous dans cette vallée de l'étrange, c'est-à-dire cette zone où la ressemblance entre les robots et les hommes devient dérangeante au point que finalement les humains ne l'acceptent plus? Et c'est peut-être là que l'appel au droit est indispensable pour essayer de poser la ligne entre ce qui est acceptable en société et ce qui ne l'est pas. Donc ChatGPT et le droit, ce sera le second et dernier temps de cette présentation, code versus code. Nous voyons que notre vocabulaire, depuis au moins 10 ans, s'est enrichi d'un double barbarisme récurrent dès que l'on parle des nouvelles technologies. On nous dit que ce sont des technologies disruptives et impactantes.
Alors, double barbarisme qui montre aussi probablement que nous sommes peut-être à court de mots pour qualifier, pour expliquer ce que nous vivons, en tout cas très clairement comme une révolution industrielle qui repose sur la masse, les données, la connexion de ces dernières à des dispositifs de traitement statistique, et puis en bout de chaîne, l'intégration de ces éléments dans des objets qui finissent par nous parler. Et cette révolution, évidemment, emporte son lot de peur, son lot de crainte. Certains auteurs n'hésitent pas à dire que c'est l'enjeu du siècle. D'autres évoquent une guerre des intelligences. Alors il y a aussi évidemment beaucoup de marketing derrière ces ouvrages. Des phénomènes qui opposeraient Sapiens à Homo numericus, en tout cas dans le devenir d'une nouvelle anthropologie numérique. En tout cas, ce sur quoi nous pouvons être à peu près certains, c'est que ces dispositifs ne se contentent pas d'introduire une nouvelle modernité numérique dans notre quotidien. Ils ont une réelle portée normative, quoique non visible, et ils viennent perturber le corpus juridique parce qu'ils vont se poser en concurrent naturel à la règle de droit. Il s'agit, comme l'évoquent certains, d'une sorte de technonormativité, une normativité qui est issue de la technologie, ou, et je reciterai ici le travaux de Hugues, une forme d'algocratie, où on peut peut-être réguler la société aujourd'hui par des dispositifs algorithmiques intelligents. En 1960, en droit, la doctrine s'était beaucoup interrogée sur un mouvement que l'on appelait l'analyse économique du droit, Law and Economics. C'est un mouvement plutôt des libertariens américains, l'école de Chicago, Milton Friedman et pas Benoît Friedman. J'ai toujours beaucoup de mal avec mes étudiants là-dessus. Donc Milton Friedman et l'analyse économique du droit. Et cette analyse avait pour but de réécrire le droit, mais à l'aune de l'efficience économique. Et donc le droit devait être entièrement repensé et réécrit avec une seule finalité, l'efficience économique. Alors, moi je pense que nous vivons actuellement une sorte d'analyse numérique du droit, c'est-à-dire que nous sommes en train de repenser nos catégories juridiques, de réécrire nos corpus normatifs à l'aune de l'impératif numérique qui est en train de dissoudre de l'intérieur la matrice du droit. Et c'est pour ça que le dialogue est absolument nécessaire. Et alors je suis très heureuse d'être ici parce qu'il y a bien un endroit sur la planète où des juristes parlent à des data scientists et des ingénieurs, c'est ici, entre le centre Perelman et l'IRIDIA. Et ça, il faut le saluer parce que moi, je viens d'une autre culture, je viens de la France, et on est très très loin derrière. Donc vous êtes un modèle, vous êtes mon modèle, en tout cas pour moi. Donc merci de m'accueillir parmi vous. Et ce n'est que de ce dialogue qu'on pourra essayer de maintenir la place du droit. Donc voilà résumé en synthèse l'enjeu de la régulation juridique. Les juristes ont deux manières pour appréhender les conséquences des LLM. La première manière est de se demander quelles sont les conséquences juridiques immédiates de ChatGPT dans les branches du droit. Et évidemment, il va y avoir des frictions entre ces dispositifs, ne serait-ce que sur le terrain de la propriété intellectuelle, qui a le droit d'auteur sur tel élément, etc. Est-ce que je suis propriétaire de mon œuvre générée par une IA ? Donc, toutes ces questions-là, évidemment, se posent aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a quelques semaines en France, le législateur est venu proposer en fait une loi pour encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur. Il y a aussi toute une réflexion, alors cette fois-ci de nature plutôt déontologique, pour identifier les bonnes pratiques professionnelles. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les étudiants en droit qui vont utiliser ChatGPT, les praticiens, évidemment, vont utiliser aussi ChatGPT. Donc, comment aussi reconstruire la déontologie et les bonnes pratiques professionnelles à l'aune de ces dispositifs. Donc ça, ce sont des questions qui se posent dès aujourd'hui. Est-ce là tout l'enjeu ? Évidemment non. Bien sûr que non. Et je pense qu'il faut aller bien au-delà, parce que là, nous avons simplement l'écume du phénomène. Ce qui est intéressant, c'est de voir mais quelle est véritablement la lame de fond qui est sous-jacente. Qu'est-ce qui est structurant ici, dans le numérique, c'est-à-dire comment saisir le modèle civilisationnel qui est à l'œuvre. Ce qui veut dire qu'il faut donc placer la réflexion en surplomb des phénomènes. Alors paradoxalement, la réflexion juridique semble en dehors du cadre,
alors que les enjeux sont majeurs. Alors, comment l'expliquer? Peut-être que les juristes oublient que la technologie n'est pas simplement une science de l'application, c'est aussi une science du gouvernement. Nous façonnons des outils, comme le disait Marshall McLuhan, nous façonnons des outils et après ces outils nous façonnent. Et un des premiers enjeux pour les juristes est de comprendre que ces modèles prédictifs, statistiques, correspondent très bien dans leur substance au système de droit ancré dans la règle du précédent. Et Hugues a tout à fait expliqué pour quelles raisons. Cette règle du précédent, c'est le modèle anglo-saxon de common law. Nos systèmes de droit civil à l'européenne, donc typiquement en France, reposent sur le syllogisme juridique, sur l'énoncé de principes dont découlent des conséquences. Si je devais reprendre un petit peu la présentation de Hugues entre des systèmes plutôt symboliques ou plutôt connexionnistes, eh bien, nous, en droit civil, on est plutôt dans une approche symbolique. On a des règles, des principes dont vont découler des conséquences. Alors, est-ce que ces fameux LLM, lorsqu'ils vont être massivement utilisés dans le monde du droit, est-ce qu'ils ne risquent pas d'entraîner un glissement préférentiel vers un droit de common law? Ça, c'est une des grandes interrogations que l'on se pose. Un autre enjeu absolument majeur, c'est celui de la gouvernance, évidemment, et le problème de l'algorithme boîte noire, notamment lorsque des juristes vont utiliser des systèmes d'intelligence artificielle. Dans une société algorithmique, l'effet boîte noire et l'automaticité des instructions peuvent se poser en modalité concurrente du droit et surtout en modalité concurrente de la contestabilité des règles. Et ça, c'est un point qui me paraît très important. Pour pouvoir contester une règle, encore faut-il que je puisse la comprendre, encore faut-il que je puisse savoir pourquoi cet output est sorti d'un process avec telle data en input. C'est ni plus ni moins que la question de l'entendement du droit. Donc c'est un enjeu majeur. Et sur ce point-là, on peut renvoyer à tout un courant des sciences informatiques, qui est celui de la cybernétique, popularisé par Norbert Wiener. Cette cybernétique, c'est le passage au numérique et surtout à une gouvernance par les nombres, qui a été notamment très bien théorisée en droit par Alain Suppiot, depuis plusieurs années déjà. La gouvernance par les nombres, c'est l'abandon du jugement juridique au profit de la quantification et de la mesure. Et c'est un processus qui est à l'œuvre depuis longtemps déjà. Cela nous rappelle, et là j'aimerais citer mes amis du Centre Perelman, et notamment Grégory Lefkowitz, dans une de ses conférences. Grégory disait que l'informatique, c'est pas seulement un secteur de la société, c'est pas simplement un domaine économique ou une branche du droit, comme on a un droit du numérique. L'informatique, c'est aussi et surtout une vision du monde. Et j'ajouterais, prenons garde, car cette vision du monde, potentiellement, elle est concurrente à celle du droit, parce que l'informatique, c'est un langage, le droit aussi, c'est un langage. Et nous sommes confrontés au déploiement de dispositifs technologiques qui se substituent aux dispositifs juridiques parce qu'ils remplacent les mêmes fonctions, mais de manière beaucoup plus rapide et probablement aussi de manière beaucoup plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu contextualiser au début ChatGPT. ChatGPT, c'est le contexte aussi du big data, des réseaux, de la blockchain, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons de nouvelles infrastructures technologiques qui finalement disputent au droit son rôle de médiateur social, son rôle de régulateur social. Donc nous l'avons compris, ChatGPT, c'est une occasion fantastique pour repenser les méta-enjeux qui environnent le numérique et que l'on peut résumer de la manière suivante. Quelle sera la gouvernance dans cet univers décentralisé? Qui va décider de la norme? Qui pourra la contrôler? Quelles seront les libertés et les droits fondamentaux des personnes dans un univers sans frontières, sans matérialité et surtout sans référence précise aux notions essentielles qui constituent la matrice juridique, à savoir la personne, la propriété, la responsabilité, le contrat. Ça, ce sont nos institutions à nous. En tout cas, c'est celles qui ont constitué la matrice des juristes. Donc évidemment, les juristes doivent s'intéresser de très près
à ce qui se passe dans ce domaine. Ce n'est pas pour rien qu'évidemment l'Union européenne est en train de bâtir tout un corpus juridique autour des données, alors principalement pour construire un grand marché européen du numérique, avec toute une série de textes dont vous avez certainement entendu parler, le DMA, le DSA, le Digital Service Act, le Data Governance Act, le RGPD, l'IA Act. Donc nous avons tout un déroulé de textes devant nous, mais certains auteurs nous disent qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il faut peut-être envisager de bâtir de nouveaux droits fondamentaux, des nouveaux métadroits pour protéger, par exemple, le cerveau humain face à l'avancée des neurotechnologies. Est-ce qu'il faut également proposer, comme l'ont fait certains, de nouvelles lois de la robotique à l'âge du big data? Est-ce qu'il faut également peut-être constitutionnaliser les pouvoirs des plateformes? Et là, on fait très clairement appel à ces fameuses forces imaginantes du droit dont parlait la juriste Mireille Delmas-Marty. Le droit doit faire preuve d'imagination parce que nous sommes confrontés à des situations inédites. Faut-il un moment constitutionnel pour pouvoir finalement protéger les personnes face au pouvoir hégémonique des GAFA, comme nous l'avons fait par le passé avec des textes constitutionnels pour protéger les citoyens contre les États? Et les constitutions servaient à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne nous faudrait pas ce type d'outils dans notre matrice juridique pour nous protéger des géants de la tech? Alors, un autre point, mais que je ne développerai pas, un autre point qui mobilise beaucoup d'énergie chez les juristes, c'est le fait de repenser l'encadrement juridique des algorithmes. C'est-à-dire comment passer du big data à tout simplement ce que j'appellerais le smart data, c'est-à-dire penser l'idée d'une compliance by design, intégrer la préoccupation du droit à la racine même de la construction des dispositifs algorithmiques, comment on va organiser des stress tests algorithmiques, comment on va évaluer préventivement les risques. Donc ça, ce sont des chantiers pour les juristes sur lesquels on travaille beaucoup. J'aimerais simplement terminer avec une dernière idée qui me paraît très importante. Alors c'est quasiment la dimension politique du sujet, c'est celle de l'acceptabilité sociale des algorithmes. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années maintenant, on s'est habitué à voir déverser dans notre quotidien des outils algorithmiques dont on ne questionne pas finalement la volonté du consommateur de les avoir ou pas. C'est cette question de l'acceptabilité sociale. Et c'est une question importante parce que le consensus des destinataires de la règle est un point absolument crucial. Ce n'est pas tout d'imposer des règles, encore faut-il être sûr que les destinataires de la règle y consentent. Et il faut également réfléchir sur cette notion d'éthique de l'acceptabilité sociale. Habermas rappelait que plus le droit est sollicité en tant que moyen de régulation politique et de structuration sociale, et plus s'accroît aussi la charge de légitimation que doit supporter la genèse démocratique du droit. Il disait également que les citoyens doivent se concevoir à tout moment comme les auteurs du droit auquel ils sont soumis en tant que destinataires. C'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre ce qui se passe et pouvoir exprimer tout simplement son consentement, son accord à cette nouvelle société algorithmique. Et plus fondamentalement, la doctrine, et je renvoie ici aux travaux d'Antoine Garapon et de Jean Lassègue ici présents, la doctrine a clairement identifié que l'épicentre des enjeux de la gouvernance algorithmique se situait sur le terrain anthropologique et politique, avec l'apparition d'une nouvelle écriture qui alimente un nouveau mythe, qui est celui d'une organisation des relations sociales sans tiers et sans loi, par le seul jeu d'écriture algorithmique. Alors, sans loi, pas tout à fait, parce que les lois sont en train d'être construites, elles sont devant nous. La dernière en date, et je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est ce fameux règlement sur l'intelligence artificielle
dont l'Europe est très fière parce que c'est la première tentative de réglementation au monde, en tout cas qui vise explicitement l'intelligence artificielle. Alors on sait que c'est une approche par les risques qui a cartographié finalement les différents usages en nous disant, eh bien, il y a des usages qui sont inacceptables et donc ceux-là seront interdits. Et puis, il y en a qui sont quand même très risqués. Et pour cela, pour ceux qui sont à haut risque, on va mettre en place une procédure de conformité, de compliance, on va mettre un marquage européen pour pouvoir autoriser la mise sur le marché de ces dispositifs, en confiant finalement à l'entreprise l'obligation d'internaliser la contrainte, c'est-à-dire de processualiser le droit, et ça va passer par de la mise en logiciel du droit, donc de logicialiser, et là c'est moi qui crée des barbarismes, parce que ces règles de compliance ne peuvent être mises en place que de manière algorithmique. Alors, que penser de ces textes ? Déjà, d'abord, premier point, mais je ne jetterai pas la pierre aux régulateurs, parce que si on me donnait une page blanche, je ne ferais certainement pas mieux. Hein. C'est extrêmement dur d'essayer de projeter des règles sur les technologies aujourd'hui. On a un problème de haine en ligne, alors on va essayer de créer le DSA. On a un problème de disruption de marché, on va créer le DMA. On a un problème de données personnelles, on crée le RGPD. On a un problème d'intelligence artificielle, on crée l'IA Act. Mais on voit que ChatGPT échappe déjà à l'IA Act, tout simplement parce que l'IA Act, il date de 2021. ChatGPT, c'est aujourd'hui qu'il se pose. Évidemment que les textes, on n'a pas fini de les discuter, ils sont déjà obsolètes. Donc ça, c'est évidemment un problème majeur. L'autre problème majeur, c'est que entre ces risques inacceptables et ces risques faibles, on a, l'expression n'est pas très belle, mais on a tout ce ventre mou de l'acceptable et de l'inacceptable. Et dans ce ventre mou, le régulateur va laisser une sorte de blanc-seing à l'industrie, ce qui va conduire les acteurs privés à normaliser le secteur par de la standardisation technique. Et ça, je sais que c'est un point qui est cher au Centre Perelman, la standardisation technique qui va se faire la plupart du temps à l'ombre du droit. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que si on pose quelques règles fondamentales en disant, voilà, vous avez la feuille de route, mais maintenant, vous acteurs de l'industrie, géants de la tech, organisez comme vous voulez, nous vous faisons confiance, moi, ce n'est pas tout à fait de nature à me rassurer. Donc, en conclusion, le véritable défi qui se pose à nous, juristes, c'est de savoir si nous savons réguler les innovations que j'appellerais totales. C'est-à-dire, et je reprends ici la formule de Marcel Mauss, des innovations qui très clairement engendrent un avant et un après. On ne pense pas le monde de la même manière avant Internet et après Internet. On ne pensera peut-être pas tout à fait le monde de la même manière avant ChatGPT, après ChatGPT, ou en tout cas, et si on se prolonge demain, ça sera la question du calcul quantique. Donc moi, c'est ce que j'appelle des innovations totales, ça va au-delà de la rupture, des innovations totales avec un effet cliquet technologique, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Sait-on réguler ces innovations totales ? Est-ce que notre logiciel juridique est suffisant pour pouvoir appréhender tout le particularisme de ces innovations totales, c'est-à-dire appréhender l'effet de masse, ce phénomène de propagation, de viralité, l'instantanéité, appréhender aussi un champ matériel et territorial des technologies qui s'affranchissent des frontières. Et ça, c'est très compliqué pour les juristes, parce que c'est la question du droit international, qui aujourd'hui marche très mal, peut-être du droit global, mais ça, on sait que c'est aussi un combat qu'il faut mener en doctrine. Et puis, ça veut dire aussi comment concevoir des normes qui sont suffisamment robustes et souples pour pouvoir évoluer avec les innovations et la technologie, et j'ajouterais, et penser à l'acceptabilité sociale des algorithmes et à leur coût écologique qui devrait aussi être une condition de validité de la mise sur le marché. Si j'utilise ChatGPT pour prendre une photo de mon frigo afin qu'il me dise voilà ce que je peux cuisiner ce soir, est-ce que ça mérite, Hugues, tu nous as dit 200 vols aller-retour Paris-New York. Voilà, ça c'est quand même une des questions aussi qu'il faut poser, ça fait partie de l'acceptabilité sociale des algorithmes. Cette approche par les risques, à mon avis, aujourd'hui, elle devrait être doublée. Alors ça
paraît être évident de le dire, mais comme personne ne le dit, je le dis, par une approche par les bénéfices. C'est-à-dire qu'avant de déverser des technologies sur le marché, faites-nous la démonstration qu'il y a un vrai bénéfice sociétal avec toutes les dimensions démocratiques, environnementales, etc., pour la société. Donc l'objectif, et ce sera ma dernière phrase, je vous rassure, l'objectif dans lequel je crois, c'est le suivant, c'est qu'il ne suffira pas d'établir des chartes ou des sortes de serments d'Hippocrate algorithmiques pour introduire de l'éthique dans les business models des géants de la tech ou dans les licornes de Wall Street. Il nous faudra des droits qui devront être des droits suffisamment durs pour être opposables aux GAFAM, suffisamment agiles pour pouvoir répondre à toutes les variétés du pouvoir algorithmique, et puis suffisamment forts pour garantir nos libertés fondamentales. Donc la recherche ne fait que commencer, et je vous remercie de m'avoir invité pour partager ces moments avec vous. Voilà, merci beaucoup aux trois orateurs de cette matinée pour ces différentes réflexions qui, j'en suis certain, vous auront fait beaucoup réfléchir et vous feront encore beaucoup réfléchir à l'avenir, mais qui ont structuré un peu cette réflexion. Merci beaucoup pour cette participation. Alors, vous le savez, traditionnellement, la fin des séances publiques se centre sur la remise des prix associés aux différentes classes. Et pour la classe technologie et société, il y a une formation de prix très récente. Un seul prix, je vous rassure, pour cette séance. Mais j'ai énormément de plaisir à l'introduire, précisément parce qu'il s'agit d'une première, et vous allez en comprendre l'aspect, le caractère tout à fait particulier. Il s'agit du prix Jean-Pierre Consend, et permettez-moi tout d'abord de vous présenter en quelques mots, je serai très bref, Jean-Pierre Consend. Jean-Pierre est né à Etterbeek le 12 février 1935, il est décédé à Saint-Pétersbourg le 27 octobre 2015. Ingénieur civil, mécanicien électricien avec un certificat complémentaire en physique nucléaire, il a consacré sa carrière à la recherche et développement, en particulier dans le domaine du spatial et de l'énergie. C'est ainsi qu'il va rejoindre, entre 1969 et 1974, l'Organisation européenne de recherche spatiale, ou encore la Direction générale intitulée à l'époque Sciences, Recherche et Développement de l'Union européenne, dont il assurera d'ailleurs la direction de la politique scientifique et technologique, la coordination scientifique et la coopération avec les États tiers. En 1986 et jusqu'à sa retraite, il exercera également la fonction de directeur général du Centre commun de recherche de l'Union européenne. Son intérêt pour la recherche ne faiblira cependant pas après la retraite, puisqu'il présidera notamment l'International Science and Technology Center, créé par le G7 pour assister les pays de l'ex-URSS dans la reconversion de leurs organismes de recherche militaire, ainsi que le conseil d'administration d'un institut qui nous est proche, géographiquement à tout le moins, à savoir l'Institut von Karman de dynamique des fluides. À partir de 1997, il sera également conseiller spécial du ministre pour la science, la technologie et l'enseignement supérieur du Portugal. Jean-Pierre Consend fut parmi les premiers membres associés de la classe Technologie et Société, puisqu'il l'intègre en 2009, c'est-à-dire l'année de sa création. Alors, à son décès, une fondation familiale fut constituée auprès de l'Académie royale de Belgique en vue de l'établissement d'un prix
Et cette fondation s'est considérablement accrue par une très large souscription dans un premier temps et dans un deuxième temps, mais à la suite de cette souscription, par le soutien notable de la Fondation Perrier-Dittrel. Grâce à ce mécénat actif, l'Académie royale de Belgique peut ainsi attribuer annuellement, et durant pour 3 ans, nous sommes dans la première année, un prix d'une valeur de 10 000 € destiné à soutenir la recherche dans le domaine du spatial et de l'énergie, en particulier dans celui de l'hydrogène comme vecteur d'énergie propre. La recherche, et c'est une particularité, il y a 2 particularités en fait, la recherche devra porter sur le développement d'un produit ou d'une technologie ayant des applications dans ces domaines, bien sûr, et puis elle s'adresse à des chercheurs âgés de moins de 40 ans. L'idée est de soutenir la recherche de jeunes scientifiques. Je vais donc, pour cette première occasion de proclamation du prix Jean-Pierre Consent, prier Madame Jean-Pierre Consent, la veuve de notre confrère, de me rejoindre sur scène en même temps que la directrice de la classe, afin de remettre le prix qui, cette année, a été attribué à Francesco Contino. Le jury était composé de Madame Véronique Dehan, de messieurs Jean-Pierre Hansen, Philippe Bourdieu, Albert Husniot et Jean-Paul Poncelet, tous membres de l'Académie, ainsi que de Jean Jouet, qui est le directeur du développement dans la société John Cochrane. Parmi donc les nombreux dossiers qui nous sont parvenus, eh bien, c'est celui de Francesco Contino, que je vais appeler maintenant également sur scène, qui est ingénieur, on ne s'en étonnera pas. Ingénieur, professeur à l'Université catholique de Louvain depuis 2019 et jusqu'il y a très peu également professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel et tout récemment, j'insiste aussi, membre élu du collégium de notre académie. Merci beaucoup et je pense qu'on peut féliciter encore le récipiendaire. Voilà, et ceci clôture notre séance publique de la classe Technologie et Société. Il me reste 2 devoirs extrêmement agréables. Le premier est de remercier, je tiens à le faire avec beaucoup de sincérité, tous ceux qui ont permis la réalisation de cette séance publique. Bien évidemment, le secrétaire adjoint de la classe Technologie et Société, Laurent Sen, que nous pouvons applaudir. Mais aussi Loredana Bouchimi, qui est notre infographiste, qui est chez elle, elle n'est pas là, mais aussi Irène, Mina, que vous avez vu à l'entrée, Alberto, qui veille à la technique dans son petit local et qui nous salue, bravo Alberto. Et puis Lionel Frick et tout le personnel de l'Académie. Et mon deuxième devoir, c'est évidemment de vous inviter à faire un effort physique pour rejoindre le premier étage où un cocktail vous attend. Merci beaucoup.